Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo One Pieceology épisode 2, n'hésitez pas à visionner l'épisode 1 que j'ai sorti dimanche et qui parle du premier arc, du premier chapitre de One Piece et qui concerne un petit peu la rencontre entre Shanks et Luffy. Je mettrai directement le lien en commentaire et voici directement l'épisode 2 où j'ai continué le tome 1 qui poursuit les aventures de Luffy après sa rencontre avec Shanks 10 ans plus tard, qui décide de devenir un fier pirate, de se balader sur les mers pour pouvoir devenir un petit peu le roi des pirates. Il commence déjà à exprimer un petit peu son opinion concernant ce qu'il veut devenir plus tard, concernant son rêve, concernant ses ambitions, et on va voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Pour rappel, je n'ai jamais relu One Piece depuis plus de 20 piges, donc j'ai décidé de faire pendant cette pause d'Oda une relecture directement complète et de faire directement du contenu dessus. Oui, j'appelle ça One Pieceology exactement comme le chef Otaku. Non, je ne vais pas le plagier parce que j'ai ma propre idée, je sais lire, je sais filmer et je sais raconter des histoires. Donc voilà, vous allez avoir la version Henrik avec un petit peu les ressentis que j'avais à l'époque, mais j'en parle directement dans la première vidéo. Donc n'hésite pas à la visionner. Sur cette vidéo, il y a des concepts qui m'ont paru intéressants et qui m'ont rappelé un petit peu ce que j'ai trouvé intéressant dans One Piece à l'époque et peut-être ce que j'ai pas retrouvé dans Fairy Tail parce que je suis un mec qui déteste foncièrement Fairy Tail. Je rigole, mais je vais t'expliquer vraiment pourquoi. Luffy part sur un concept que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il doit monter un équipage. Autrement dit, chacun des personnages qui va l'accompagner aura directement un rôle dans son équipe et un rêve. Quand tu vois comme ça, tu te dis que c'est pas forcément extraordinaire, mais quand tu regardes un petit peu les mangas de l'époque, Bleach, Naruto, Hunter x Hunter, etc., les personnages qui sont autour du héros perdent petit à petit, je dirais, de l'intérêt au fur et à mesure de l'histoire. Prenons par exemple Dragon Ball Z, au début t'as Piccolo qui rejoint Sangoku pour qu'ils aillent se battre contre Raditz. Après, Piccolo devient de moins en moins puissant et plus Sangoku va affronter des ennemis, moins Piccolo sera finalement utile. Et plusieurs personnages vont subir le même traitement. J'ai parlé de Piccolo, mais j'aurais pu dire déjà Tenshin Han, qui est dans l'arc, le Budokai Tenkaichi, je ne sais pas combien, est un personnage hyper intéressant parce que c'est le rivaux du personnage principal, et plus tu avances dans l'histoire, plus Tenshin Han devient inutile. Piccolo a le même traitement, plus tard Vegeta aussi, même si au début, on va dire sur la planète Freezer, sur la planète Namek, quand il affronte Freezer, il a un petit intérêt, puisqu'il va avoir un rôle assez intéressant. Au fur et à mesure, il va devenir de moins en moins luisant, de moins en moins intéressant, et on a un petit peu cet effet dans tous les mangas. Les personnages au début ils sont ouf, tu prends Rock Lee dans l'examen Chunin, il est ouf. Après, sur la fuite de Sasuke, il a un petit combat contre Kimimaro, je crois que c'est Kimimaro qui s'appelle celui qui se fait pousser des os, qui est assez sympa, et au final, il perd très vite de sa superbe, et c'est un peu le traitement de tous les personnages secondaires dans les mangas, en fait. Ils viennent, ils sont super cool, ils s'entendent bien avec le héros, ils deviennent hyper utiles, et plus les arcs avancent, moins ils deviennent intéressants. Et là, dans One Piece, on a une structure différente, parce que quelle que soit au final l'évolution du personnage, il va garder un intérêt puisqu'il reste dans l'équipage et il va être respecté du bout au bout. Et bon, comme j'ai déjà lu la suite, puisque je spoil pendant ces vidéos-là, et on va voir que le premier personnage qu'il va recruter, qui est Zoro, va garder un intérêt pendant 100 tomes, et t'as pratiquement dans aucun manga un proche du héros qui va avoir une évolution aussi respectable, aussi honnête, aussi bien faite, arc après arc, tome après tome. Et ça, c'est grâce à sa structure narrative d'avoir choisi de faire un manga sur un équipage de pirates, et dans un équipage de pirates, tout le monde a un but. Tous les héros ont un rêve. Dans l'équipage de Luffy, ça c'est hyper intéressant. C'est vrai que la première fois, je me suis dit, bon, ok, Luffy va être le roi des pirates, Zoro va être le plus grand des sabreurs. Mine de rien, ça me paraissait assez enfantin, j'avais pas vu un petit peu la complexité et l'intérêt que ça allait avoir pour la suite, mais mine de rien, force est de constater que même 100 tomes plus tard, on a toujours de l'intérêt pour ce personnage parce qu'il a un rêve qui est de devenir le roi des pirates, et c'est pas seulement un rival. Et c'est une des choses qui manque dans le début de One Piece, c'est que Luffy n'a pas de rival. Et là, je compare encore aux autres mangas, parce que moi, je lis énormément de mangas. Tu regardes Naruto, il y a Sasuke. Tu regardes Sangoku, il y a Vegeta. Tu regardes Yo dans Shaman King, il y a Tauren. Tu peux regarder Yugi, il y a Seto Kaiba. Ils ont tous un rival, qui est le personnage secondaire qui, mis à part les antagonistes, garde un petit peu le plus d'intérêt, même si, comme je vous l'ai dit, arc après arc, cet intérêt un petit peu se détériore parce qu'il y a des antagonismes de plus en plus puissants qui viennent, et que voilà, même si t'as un rival, s'il n'est pas assez développé, généralement il va finir à la trappe. Alors que là, Oda a sciemment décidé de ne pas développer de rival pour Luffy,
en tout cas tel qu'il nous l'est démontré, parce qu'il y a quand même le développement du personnage de Kobe qui très certainement va avoir un rôle crucial à la fin, comme on a pu voir déjà que Eiichiro Oda sauvegarde le personnage de Baggy de plus en plus longtemps, puisqu'on a Baggy qui vient de devenir Yonko. On se dit que peut-être avec Kobe on aura des surprises, il va peut-être devenir amiral, il va peut-être pouvoir se péter contre Luffy, mais à ce moment-là il est beaucoup trop faible pour être le rival de Luffy. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant en fait en relisant ce manga et en le comparant un petit peu aux autres mangas qu'on a. Les personnages qui vont rejoindre l'équipage du chapeau de paille déjà rejoignent une structure qui va leur permettre un développement, et en plus ils ont un rêve qui est inhérent au rêve du héros, alors qu'à d'habitude ils ont tous le même rêve et c'est ce qui les unit un peu, hein. Dans Shaman King ils veulent tous être le Shaman King, dans Yu-Gi-Oh ils veulent tous gagner le tournoi, dans Dragon Ball Z ils veulent tous battre Sangoku. Là ils ont des rêves différents et ça c'est hyper intéressant pour la suite de l'aventure. Les antagonismes sont pas encore vraiment intéressants. On a le personnage d'Alvida qui ressemble beaucoup à Big Mom. On sent une certaine fascination pour Eiichiro Oda envers les grosses dames, envers les grosses femmes. Grosse parce qu'elle est décrite comme telle, hein, j'ai rien de problématique avec ça. Et on voit quand même dans les différents antagonismes qui sont représentés dans ce début de l'œuvre un certain problème avec l'autorité. Je vous l'avais dit déjà dans la vidéo précédente que Eiichiro Oda avait un esprit un peu banlieusard, un esprit un peu gangster, un esprit un peu mafieux, et on voit un petit peu dans ce tome-là que dans son écriture, ces personnages défient sans cesse l'autorité, et que finalement la seule façon d'être libre c'est d'être puissant, puisque le seul personnage qui balaye un peu d'un revers de main toutes les autorités, autant pirates pour Alvida que la marine avec le capitaine Morgan, sont faites par le personnage parce qu'il est plus puissant, il n'en a rien à foutre, je suis libre, je suis plus puissant, si je ne suis plus d'accord avec toi, je te mets une tas de paille. Et on sent que c'est quelque chose que Oda va garder assez longtemps, parce qu'au final même la première patate que Luffy met à Hermep, elle me rappelle complètement la première patate que Luffy met à un Tenryubito. Et ça, c'est quelque chose que Oda va poursuivre assez longtemps dans son histoire. Il n'aime pas l'autorité, c'est un manga sur la liberté. La liberté, c'est aussi de pouvoir rencontrer des forts qui font un peu n'importe quoi et de leur dire « je ne t'écoute pas, je peux t'en foutre une directement en pleine tête ». Et ça, c'est intéressant de voir que même 20 ans plus tard ou 25 piges plus tard, le mec, il a gardé sa même ligne directrice en ce qui concerne l'autorité. Mais pas seulement, j'ai vu un autre détail qui était assez intéressant, c'est que la première fois qu'on voit le personnage de Zoro, il dit qu'il ne veut pas manger, qu'il veut tenir directement pendant un mois, il a à peu près 9 jours, donc on a déjà, avec le personnage de Zoro, comme avec les samouraïs de Wano, cette volonté de ne pas manger, de ne pas se soumettre un petit peu à la faim qui nous tiraille les entrailles lorsqu'on est face à un bon plat. Est-ce que Oda a relu cet homme pour développer un petit peu ce trait de caractère sur les personnages de Wano? Bon, je pense aussi à Rogoku, hein, qui n'a pas mangé depuis 9 ans, mais lui c'est grâce à son fruit du démon, j'imagine. Mais on a quand même des éléments cruciaux qui arrivent. Est-ce que Oda a manqué de graille lorsqu'il était plus jeune? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Mais c'est intéressant de le voir. Pour finir, une chose qui m'a semblé intéressante, bien sûr, c'est le traitement des personnages et d'avoir d'un côté la marine, censée représenter la loi, la justice, etc., qui est méchante, et les pirates, qui sont censés normalement... les pirates, c'est des gens méchants, qui ne se lavent pas, qui se battent, qui n'ont pas de règles, ni loi, ni ordre, et de voir alors que dans cette œuvre-là, ils sont épris de justice, de bon sens et d'équité. Ce que j'aime aussi et ce qui va différencier beaucoup One Piece d'autres mangas comme Fairy Tail, la fin elle est absolument géniale. Entre Luffy qui protège la marine qui est obligée, parce qu'ils se sont débarrassés du capitaine Morgan qui était un véritable tyran, d'être contre Luffy. Et qui ferme les yeux un petit peu sur l'amitié naissante entre Luffy et ce cher Kobe. Luffy et Kobe qui font semblant de se battre pour démontrer qu'ils ne sont pas amis, ça aussi c'est hyper intéressant. Donc en fait il y a une double morale directement là-dedans, et la marine qui comprend le jeu mais qui fait semblant un petit peu de lire entre les lignes et de dire ok Kobe finalement il fait pas partie de l'équipage des pirates, on peut le prendre dans la marine. Et j'aime bien ces doubles messages assez bien amenés qui montrent que malgré la règle, que malgré les édifices, que malgré les organisations, si t'es quelqu'un de valeur, je suis prêt à fermer les yeux pour que chacun puisse atteindre son but. Voilà ce qui m'a plu directement dans ce premier tome que j'ai fini directement. On va attaquer le deuxième tome avec le personnage de Baggy, on va lire ça puis on va faire directement une vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et commenter les frérots. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur One Pieceology. Bye!